va poursuivre donc avec le tournesol. J'appelle donc Gilles Tison à rejoindre le pupitre pour aborder les questions d'influence variétale sur la performance du tournesol dérobé avec les enseignements du projet IFAR. Gilles, tu as un petit quart d'heure. Ok. Avec les questions ou... On verra. Non, Ok, sans on les verra. questions. Bon, alors je me dépêche. Donc moi je suis Gilles Tison, je suis le responsable de l'unité expérimentale agroécologie et phénotypage des cultures à l'INRAE. Donc j'ai participé au projet 3 cultures en 2 ans et j'ai copiloté avec Philippe Debac qui est ici le projet IFAR, idéotypage et phénotypage pour l'adaptation des cultures en relais et en dérobé. Et je vais vous présenter l'évaluation variétale de tournesol pour une culture en dérobé après un poids. Donc on s'est positionné volontairement dans un système poids suivi d'un tournesol en dérobé et on a mis en place en fait des essais analytiques pour évaluer différentes variétés dans cette situation, variétés de tournesol. Alors, non, c'est là. Donc on a fait ça sur le site d'Osville. On a fait 2 années avec des dispositifs analytiques, donc en petites parcelles, en micro-parcelles, et une année de validation à partir des résultats obtenus sur les 2 années dans des grandes bandes pour essayer d'élargir un petit peu l'échelle et d'avoir une vision peut-être un petit peu plus agricole de ce qui se passe sur les variétés sélectionnées sur les 2 premières années. On va voir qu'on a 3 années au contexte climatique différent, donc ça c'est plutôt intéressant. On s'est positionné volontairement sans engrais apportés au tournesol, puisqu'on est derrière un poids, donc on souhaitait valoriser cette association. Et on s'est positionné avec une irrigation au semis systématique, voire plus au semis, je dirais, ça dépend des années. Et vous avez là tout le panel de variétés qu'on a testées. Donc on est sur des variétés commerciales, hein, on n'est pas positionné sur des variétés en devenir, de différents semenciers, avec différents niveaux de précocité. Donc de la gauche vers la droite, on va du très précoce jusqu'au demi-tardif, tout au bout là-bas. L'idée c'était d'avoir un panel assez large finalement, de partir sans préjugés, mais quand même en se centrant sur des variétés très précoces, puisqu'on se doute que c'est celles-là qui vont quand même avoir les meilleurs résultats. On peut voir qu'on a essayé d'avoir des variétés communes sur les différentes années, notamment 2020 et 2021, mais ça n'a pas été forcément systématique. Certaines variétés disparaissaient ou n'étaient pas disponibles, donc on a fait un peu comme on a pu. Et sur 2022, on a conservé quelques variétés dont le comportement était assez satisfaisant sur les 2 premières années pour les tester en bande. Alors je vous ai mis là les itinéraires techniques des 3 années et les conditions climatiques un peu particulières de chaque année. Sur le premier dispositif analytique, on était parti en se disant qu'on allait tester en précédent un poids d'hiver et un poids de printemps. Donc c'est ce qu'on a fait sur la première année. Et puis après, on a eu une implantation, je dirais, relativement classique avec un travail superficiel, un semis, un herbicide, une irrigation au semis, un binage et une récolte finale. Ça se reproduit sur la 2e année, si ce n'est qu'on n'a pas conservé la modalité poids de printemps qui ne nous a pas permis d'obtenir les meilleurs rendements. On est resté sur un poids d'hiver. Et la 3e année, on a reproduit ce schéma avec un dispositif en bande. Alors en bleu, vous avez les choses qui varient d'une année à l'autre. Donc on peut voir que le type d'herbicide ou éventuellement la densité de semis a pu légèrement varier d'une année sur l'autre, notamment pour le poids, pas pour le tournesol. Le désherbage mécanique aussi a été plus ou moins intensif en fonction des années. En termes d'irrigation, on peut voir qu'il y a différentes modalités en fonction des années et ça s'explique par les conditions climatiques. Donc c'est ce que vous avez c'est ce que vous avez sur la droite, 2020, 2021 et 2022. Donc 2020, on a une situation relativement sèche pendant l'été, mais pluvieuse en septembre-octobre. Donc c'était pratique, hein, forcément, pour récolter à la fin, c'est super.
Sur la partie 2021, on a aussi des conditions, un printemps assez sec finalement, et puis après, derrière, en fin de campagne, on a aussi cette petite pointe de pluviométrie importante qui pose des soucis. Et sur 2022, vous vous en souvenez assez, c'était très sec, notamment pendant la période estivale, donc des conditions d'implantation difficiles, et on voit bien qu'on a été obligé d'apporter 2 irrigations pour arriver à implanter notre tournesol dans des bonnes conditions. On pouvait récolter super tôt. Bon, malheureusement, on a encore de la pluie en septembre, mais on a quand même réussi à être dans des conditions un petit peu plus satisfaisantes. Donc voilà des contextes quand même assez proches sur les 2020-2021, mais vraiment contrastés sur 2022, puisqu'on était sur des conditions beaucoup plus sèches. Un petit détail, on n'a pas résisté à l'idée sur le dispositif en bande de supprimer sur une partie du dispositif l'apport d'irrigation complémentaire qu'on a fait pendant la période estivale, pour voir un petit peu le comportement des différentes variétés à ce stress en cours de cycle. On avait envie de faire une modalité où on ne mettait pas du tout d'eau cette année-là, hein, Philippe. On en rêvait. On l'a fait sur un tout petit bout. Bon, sans surprise, il n'y avait pas de plantes. Donc on ne l'a pas présenté quand on était à 0. Mais on a quand même cette petite modalité où sur la moitié de la parcelle, on a supprimé cette irrigation. Alors le protocole suivi, on a un protocole au sol, donc les agents, l'expertise des agents, suivi de la phénologie, la levée, l'homogénéité des microparcelles, les biomasses, la hauteur, l'azote sol-plante, le rendement et les analyses post-récolte. Et puis on a un suivi un peu plus instrumenté. Sur Roseville, on a un drone, enfin on a des drones et on a un robot de phénotypage au sol qui sont automatisés, où on peut faire du comptage de plantes sur les microparcelles, faire des dynamiques de croissance, des dynamiques de taux de couverture, des dynamiques de sénescence et des indices NDVI, etc. Donc c'est ce qu'on a fait sur les dispositifs. Alors quelques résultats, je ne peux pas tout présenter parce que j'ai qu'un quart d'heure, il faut que je me dépêche. Et j'avais prévu de ne pas tout présenter de toute façon. Donc vous avez les 2 premières années 2020-2021 avec les dispositifs analytiques et les conditions difficiles à la récolte. Sur ce graphique, vous retrouvez l'humidité et le rendement. Pareil sur l'autre en dessous. Je vous ai mis les plages humidité. On souhaite être autour de 9, mais on peut éventuellement monter jusqu'à 14 sans qu'il y ait du séchage. Et donc les différents points représentent les différentes variétés qui sont présentes sur les 2 années. Donc on peut voir qu'il y a déjà une grosse partie des variétés qui sont au-dessus de 14. Donc là on a plutôt tendance à considérer qu'on ne peut pas les conserver, on ne peut pas les conseiller. On a quand même quelques variétés sur des conditions qui étaient vraiment difficiles en fin de campagne, qui ont réussi à rester dans cet écart 9-14, mais on n'a rien en dessous de 9, et on est sur les 2 années à peu près pareil. Alors les petites flèches bleues indiquent les variétés qu'on a sélectionnées pour la campagne suivante en 2022, en se disant que même si elles flirtaient avec la limite, elles pouvaient quand même présenter du potentiel, qu'on était vraiment sur une situation particulière à la récolte sur ces années-là, sur ces 2 premières années, avec beaucoup d'eau qui handicapait la récolte, et que donc sur une situation peut-être plus sèche, on pouvait arriver à en tirer quelque chose pour le dérober. Il y a certaines variétés qui auraient peut-être mérité, comme celle-ci-là, Arcos, qui aurait mérité de faire partie du dispositif final. On avait une contrainte de place, les dispositifs en bande de suite, pouf, on grandit en termes de surface, et donc on l'a pas retenu. Voilà pour les 2 premières années. En termes d'humidité de rendement. On s'est aussi intéressé sur ces dispositifs-là, intéressé aux dynamiques de taux de couverture et aux dynamiques de hauteur. Donc ça a été fait grâce au drone. Donc taux de couverture, ça consiste à prendre des photos des microparcelles vues de dessus et à déterminer quel est le taux de verre en fait, occupé par le tournesol. Les points représentent les valeurs de taux de couverture sur chaque microparcelle, les valeurs moyennes.
Donc on a essayé par ces graphiques de déterminer si on pouvait avoir des indicateurs précoces en termes de taux de couverture, qui pourraient nous indiquer si on a des variétés qui ont un comportement particulier en début de cycle, qui permettrait de déterminer si elles ont une aptitude particulière au dérobé. On aurait aimé, par exemple, avoir des points là, ici à la première date, avec des variétés qui ont un taux de couverture très très important au départ, qui montrent qu'elles ont une forte capacité à s'implanter dans des conditions difficiles, et ça aurait pu nous donner un indicateur très précoce finalement de sélection pour trouver des variétés intéressantes pour ce type de pratique. Bon, ben c'est pas le cas, hein. Elles sont toutes regroupées. et bon, ben voilà, donc cet indicateur-là n'est pas forcément le bon pour faire de la sélection précoce. Bon, ceci étant, ça valait le coup de le tester. On a regardé aussi s'il y avait un profil particulier en termes de dynamique de hauteur. Bon, ben pas du tout, hein. Les courbes se suivent, il n'y a pas vraiment de différence entre les différentes variétés. Voilà pour les suivis en dynamique qui sont intéressants, mais qui n'apportent pas d'indicateurs particuliers pour de la sélection précoce. Campagne 2022, bah, je vous ai aussi. Alors là, on voit qu'on a quand même changé de profil, hein. En termes de rendement, on est un petit peu plus faible que sur les années précédentes, mais en termes d'humidité, ben là, ce coup-ci, pour le coup, ben, c'est presque pas assez humide, hein. On aurait aimé être un petit peu plus haut. Alors, comme je l'ai montré tout à l'heure, on a eu des pluies en septembre qui nous ont un petit peu retardé finalement à la récolte et qui ont aggravé cette situation. On aurait dû avoir des taux d'humidité un petit peu meilleurs finalement, si on avait pu récolter avant. Mais bon, c'est toujours pareil, on fait avec la météo. Bon, on a le groupe, on a ce groupe-là qui est assez homogène entre 16 et 20 quintaux, des taux d'humidité qui passent largement en dessous de la norme. Bon, on peut voir que cette variété-là décroche un petit peu en termes de rendement, mais conserve des taux d'humidité qui sont supérieurs. En termes de biomasse, juste pour représenter cette année-là, bon, ben, on a des biomasses qui sont assez faibles pour certaines variétés, mais rien de très parlant. Voilà pour les résultats 2022. Je poursuis. Sur cette expérimentation, on a aussi eu une conduite hors champ sur la plateforme Eliafen que vous connaissez peut-être. C'est une plateforme en béton sur laquelle on cultive des pots, enfin des tournesols en pot, pardon. Cultiver des pots, ça pousse pas. Mais par contre, les tournesols dans les pots, on y arrive, des fois ça pousse. Donc l'idée de cette plateforme, c'est d'appliquer un stress hydrique sur les variétés de tournesol et de voir quelle est leur réponse en fonction de ce stress. Donc ces graphiques-là, qui ont été produits par Nicolas Blanchet, montrent en fait, alors il faut lire dans ce sens, hein, c'est pas très intuitif, hein, il faut le lire donc du 1 vers le 0. Du 1 vers le 0, c'est la fraction globalement d'eau disponible pour la plante, donc on voit qu'elle se réduit, et ici c'est l'évapotranspiration relative de la plante. Donc parmi les différentes variétés qui ont été soumises à ce stress hydrique, Nicolas a réussi à mettre en évidence deux profils. Un premier profil qui est un profil qu'il a qualifié de conservative. Alors on peut voir que finalement la plante, dès l'application du stress, va avoir une réponse qui démarre relativement tôt et qui se prolonge dans le temps. Donc dès le stress, elle commence à réagir et à limiter son évapotranspiration. Sur ce profil-là qui est plutôt productif, non, elle maintient sa transpiration de façon classique, au taquet, et jusqu'à ce que ça craque et qu'elle s'effondre complètement. Donc en fait, finalement, c'est deux profils différents. Ce profil paraît plus adapté à un environnement sec. Il n'y a pas d'eau sur une assez longue période, donc elle répond très lentement mais en continu. Elle arrive à s'adapter et à se maintenir en douceur, on va dire. Celle-ci, elle ne serait pas adaptée à ce type de stress, mais elle peut supporter par contre
un stress hydrique ponctuel finalement, puisqu'elle va maintenir son potentiel pendant ce stress, si on y apporte de l'eau derrière. Si on n'y apporte pas d'eau, évidemment, elle s'effondre. Donc ça a mis en évidence 2 types de profils. Et j'ai essayé de positionner les différentes variétés. Alors le dispositif sur la plateforme Eliafen, il n'était pas complètement identique au dispositif qu'il y avait sur le champ en micro-parcelles. Il y avait moins de possibilités de tester des variétés, mais j'en ai positionné quand même quelques-unes. Voilà. Selon les expérimentations qui ont été faites, on aurait RGT Bellus et Capitol qui ont plutôt un profil conservatif, et Axel et Baltic qui ont plutôt un profil productif. Et donc j'ai comparé ça finalement au comportement des variétés, et je vous ai mis le rendement en situation irriguée plus, on va dire, en 2022, et irriguée moins. Pour rappel, irriguée moins, on a irrigué uniquement au semis, irrigué plus, on a apporté une irrigation complémentaire en cours de cycle. Bon, sur la partie productive, ça semble assez cohérent. Hein, finalement, ce sont des variétés qui ont un potentiel de rendement qui faiblit fortement en situation de stress. Sur la partie conservative, j'étais un peu surpris sur les résultats de Bellus. J'aurais eu tendance à dire qu'elle aurait pu se maintenir un petit peu plus. Mais en tout cas, sur Capitol, c'est bien le cas. Et ensuite, je vous ai mis ici sur le tableau d'autres variétés qui n'ont pas été testées sur la plateforme Eliafen. Donc, je n'ai pas d'informations sur leur profil conservatif ou productif. Mais par contre, on peut voir leur comportement en fonction du niveau d'irrigation qui est apporté. Et donc, on peut voir que Artistic et Luna semblent se maintenir correctement. Donc, j'aurais plutôt tendance à déduire qu'elles ont un profil conservatif. Par contre, les P62 machin, elles ont un effondrement du rendement. Donc, elles auraient plutôt tendance à avoir pour moi un profil productif. Donc ça, c'est des éléments qui sont quand même intéressants parce qu'au-delà du niveau de précocité, on voit bien qu'il nous faut quand même des variétés à cycle court. Elles peuvent avoir un profil finalement qui est complètement différent de tolérance à un stress hydrique. Alors, on ne parle pas d'une tolérance totale. Hein. J'ai bien dit que la bande qu'on avait laissée, où on avait mis zéro irrigation au départ, il n'y avait pas de plante, quel que soit le conservatif ou le productif. Voilà, voilà pour l'expérimentation. Juste avant de terminer, quelques retours d'expérience de ces 3 années d'expérimentation. Bon, on a tendance à dire qu'il faut semer au plus tôt. C'est pas si évident. Hein. Donc, ça dépend vraiment des conditions climatiques, de la culture précédente. La préparation du sol n'est pas si évidente en conditions très sèches. On a vu que sur la 3e année, il nous a fallu quand même irriguer 2 fois pour arriver à implanter dans des bonnes conditions. Et il est nécessaire de prévoir le dérobé, mais ça, Mathieu vous en dira beaucoup plus. L'accès à l'eau au semis, pour nous, il a été indispensable. Je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement, sauf si on a évidemment eu l'opportunité d'avoir un orage bien placé ou une pluie bien placée. La récolte, c'est aussi une problématique en fin de cycle. On a vu que sur les 3 années, malgré le profil climatique vraiment différent, on a toujours été un petit peu ennuyé par la situation climatique en fin de campagne. Sur les 2 premières, on avait beaucoup de pluie, donc évidemment c'est très difficile. Sur la dernière campagne, il faisait très très sec, et puis quand on n'a pas réussi à récolter avant la fin de cette sécheresse, ça s'est mis à pleuvoir, et derrière, on a réussi, mais avec des taux d'humidité finalement qui n'étaient pas complètement satisfaisants. Donc c'est quand même une pratique qui est contraignante et qui peut conduire à des difficultés. Donc en conclusion, les essais ont permis de mettre en avant certaines variétés. Les groupes, sans surprise, sont très précoces ou précoces. Irrigation obligatoire, je l'ai dit. Les dynamiques de phénotypage au débit, taux de couverture et hauteur n'ont pas permis de faire une sélection précoce. On avait un peu d'espoir là-dessus, mais on va encore creuser sur d'autres indicateurs. Et quel que soit le groupe de précocité, il y a des profils qui ont des sensibilités au stress hydrique qui paraissent différents.
Voilà, on va essayer de poursuivre les évaluations pour le dérobé en lien avec le GVS. Ça, c'est une discussion qu'on essaye d'avoir avec eux pour voir, vu que dans le réseau GVS, il n'y a pas forcément ça qui est pris en compte, comment est-ce que ça pourrait se mettre en place hein, sur des essais particuliers. Et on réfléchit, comme je l'ai dit, sur des indicateurs précoces de la résistance au stress hydrique, et on espère que nos outils de phénotypage au débit et nos traitements permettront de trouver des indicateurs intéressants, quoi. Voilà, je vous remercie. Non, j'ai pas fini. Voilà, là j'ai fini. Je remercie Mathilde qui est présente là. Merci Mathilde pour le boulot. Et puis bon, tous ceux qui sont listés là, membres de l'équipe, stagiaires ou CDD qui sont passés et qui ont bossé sur ce dispositif. Merci. Merci Gilles. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions ? Oui, j'avais deux questions et une remarque. En fait, première question, est-ce que vous avez mesuré la teneur en acide oléique s'il y avait des variétés oléiques sur les essais? En fait, parce qu'à l'époque du cétium, on avait travaillé entre 2008 et 2010 sur du dérobé et on avait observé sur le matériel génétique de l'époque qu'en conditions dérobées, on avait parfois des teneurs en acide oléique faibles liées aux nuits plus fraîches sur la période floraison, début floraison, post-floraison. Voilà. Et puis, bon, peut-être je vous laisse répondre, puis j'ai deux autres questions. Alors, ça a été mesuré, mais je n'ai pas les éléments à apporter là. Donc, la réponse, ça va être assez courte. Ceci étant, je peux vous les transmettre, parce qu'on a fait des mesures là-dessus. Parce que j'avais regardé avec Mathieu, il me semble, sur des essais plus récents. Il est sur cet essai-là, en tout cas, les teneurs en acide oléique étaient beaucoup plus stables. Alors, je ne savais pas les conditions météo. Il faudrait faire une analyse fouillée entre les essais 2008-2010 et cette année-là. Mais ce que j'en avais retenu, c'est qu'en tendance, peut-être ce serait plus stable aujourd'hui que ça ne l'était il y a 15 ans. Et puis, une remarque sur l'effet densité. C'est vrai que ce qu'on a observé aussi en culture principale, on a une interaction entre la densité et la facilité de dessiccation en fin de cycle. C'est-à-dire que des densités un peu trop faibles, on a des capitules plus gros, plus épais qui mettent plus de temps à sécher. Donc c'est aussi un élément à intégrer dans la réflexion, puisqu'on est souvent en été frais humide, type 2021, sur un risque de maturité un peu tardive. Donc c'est un élément aussi à considérer qui inciterait plutôt à être assez sécurisant au niveau des densités de semis, sans excès néanmoins. Oui, il y a peut-être le profil variétal aussi qui peut rentrer en ligne de compte. On l'a mesuré, avec le drone, on a la capacité de mesurer le diamètre des capitules de chaque tournesol dans les microparcelles. Ah oui, presque, on y est presque. Donc on pourra peut-être fournir des éléments et chercher des corrélations entre le diamètre du capitule et le taux d'humidité à la récolte. Ouais. Ouais. Et puis dernier point, est-ce que vous auriez mis en évidence un effet de la photopériode en tournesol lié au décalage? A priori, ça marque beaucoup moins qu'en soja où on a un effet très marqué, mais c'était pour savoir si... non, on n'a pas... pour dire, est-ce qu'on a des décalages de besoin de somme de degrés jour entre un tournesol semé en culture principale par rapport à un tournesol dérobé? Mais c'est juste une... Pour une même variété, du coup, pour un même pour groupe, une même quoi. variété, Ouais. voilà. Ouais. J'ai pas ça, non. D'accord. Mais on a mesuré la somme de degrés jour nécessaire sur chaque essai, donc ça c'est une donnée qui est disponible. Ouais. Si on retrouve la même variété, éventuellement sur un autre essai, on peut essayer d'essayer de voir de comparer un petit peu. Ouais. En soja, on a des besoins de somme de degrés jour en dérobé qui sont bien significativement moindres par rapport à un soja en culture principale. Ok, ouais. Merci. Moi, j'avais une question par rapport au GVS. Est-ce que ça veut dire que vous réfléchissez à créer une nouvelle catégorie très, très précoce ou est-ce qu'il y a une catégorie dérobée qui pourrait exister? Je ne sais pas du tout. Hein.
Moi, je dialogue juste avec le GVS pour leur dire, bon, vos essais en réseau, c'est super, mais c'est toujours conduit de la même manière, et donc, du coup, derrière, ça ne représente pas la diversité des modes de culture. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver, sans créer 12 000 réseaux, à avoir cette évaluation variétale, peut-être tournée vers plus de diversité de modes de culture? J'en suis là, moi je leur pose cette question-là, je suis dans le réseau, je suis membre du réseau, donc j'essaye de les faire un peu bouger, quoi. Alors c'est soit des essais spécifiques en marge du réseau, avec des points supplémentaires attribués à certaines variétés qui ont eu un comportement particulier sur ces essais spécifiques, sans forcément créer un nouveau réseau, hein. Je veux dire, ça peut être des essais ponctuels. Ça serait soit trouver des indicateurs sur des dispositifs classiques qui permettent de détecter des aptitudes particulières pour le dérobé ou pour le relais. Et donc là, pareil, ça conduirait à avoir des points supplémentaires pour certaines variétés. Bon voilà, moi j'essaye juste d'entamer un dialogue. Et au titre de l'unité expérimentale, c'est aussi envoyer le message de... on a beaucoup d'instruments, on fait beaucoup de suivi. Peut-être que ça vaut le coup de faire des expérimentations spécifiques sur certains sites et les sortir du réseau classique finalement pour valoriser ces éléments-là, quoi. Voilà. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Non, parce que clairement, voilà, GVS, ça s'arrête au précoce. Et effectivement, très précoce, on est souvent on est hors jeu parce qu'en potentiel, on décroche. Donc en inscription, on ne passe pas, quoi. Ça s'arrête oui, mais ça s'arrête là dans une utilisation normale. Et là, on n'est pas sur une utilisation normale. Il faudrait que les... Alors après, bon, on en discutera pour le GVS, mais soit ça intègre la section tournesol actuelle, avec les personnes qui gèrent le tournesol au niveau du GVS, ou soit au niveau du GVS, ça a été créé une section qui s'appelle plante de service. Et on peut intégrer dans cette plante de service cette section-là. Et il faudrait avoir faudrait jusqu'à la récolte. C'est à discuter. Après, il faut voir avec le GVS. Moi, je participe au GVS, mais je ne suis pas GVS. Mais je pense qu'on pourrait l'intégrer. Et comme le dit Gilles, c'est un nouveau mode d'utilisation. Aujourd'hui, ces variétés-là, il faut qu'elles aient une utilisation récolte-grain en dérobé et pas récolte-grain avec les autres cultures, enfin avec les autres tournesols, les autres variétés de tournesol. Sinon, elles ne passeront pas. Ça, c'est sûr. J'ai juste une autre question. Ça a dû être étudié au niveau l'intérêt économique, enfin globalement. Si on voit que l'intérêt c'est précoce, très précoce, en termes d'humidité et aussi pour faciliter le semis suivant. On décroche souvent un petit peu en rendement, mais on gagne en humidité. Donc, est-ce qu'on a fait l'intérêt technico-économique avec les frais de séchage? Voilà, une variété qui serait plus tardive, mais qui aura un rendement un peu plus élevé, mais qu'il faudrait sécher. Enfin, voilà, est-ce que ça a été étudié? Moi, je ne l'ai pas fait, hein, encore. Ceci étant, on a pas mal de données disponibles, donc ça pourrait peut-être être creusé, mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait, non. Oui. Donc, pour répondre à la question, oui, nous avons des... Est-ce que tu peux te rapprocher du micro, Mathieu, s'il te plaît? Pardon. C'est mieux? Nous avons donc des projections économiques, des calculs économiques qui sont faits très régulièrement, tous les ans, qui sont réactualisés tous les ans avec les données de l'année. Donc, qui sont réalisés par Vincent Lecomte, ici présent, mon collègue, voilà, et donc qui permettent d'intégrer donc le coût des intrants, le coût des travaux, et de voir en fonction du cours du tournesol, de tester différents prix pour évaluer donc la marge obtenue, enfin les résultats économiques obtenus dans ces situations annuelles, quoi. Voilà. Donc oui, on a ces calculs, et d'ailleurs je pense que c'est important de se projeter un petit peu, quoi, avant de se lancer dans le dérobé, de réaliser un minimum de projection économique pour voir où on va et évaluer à peu près le seuil de rentabilité, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. En complément de la réponse de Mathieu, c'est vrai que ce serait intéressant en fonction de l'équilibre prix de la graine et frais de séchage de voir un peu de quelle façon les curseurs varient. Voilà, sachant que ces deux paramètres, on voit qu'ils sont très volatiles. Enfin, on a vu sur le prix du gaz la forte augmentation des frais de séchage depuis 2 ans, et puis la volatilité du prix des graines
qu'on observe aussi. Parfait. Oui, une dernière question concernant la variabilité sur les dates de récolte. Est-ce que vous pouvez donner la plage de dates de récolte sur les différentes années que vous avez obtenues? Ah oui, je l'ai pas. Je sais pas si je l'ai. Ça y était sur le diapo précédent, mais je sais pas s'il y est là. Alors il y a la maturité, mais il n'y a pas la date de récolte. Exact. Sachant que les dispositifs n'étaient pas forcément, c'est pour ça qu'on a une date de maturité. Les dispositifs n'étaient pas forcément construits pour pouvoir, vu la plage de précocité, récolter tout dans le bon timing. Puisque pour rentrer dans c'est purement technique, hein, pour rentrer dans les dispositifs avec la moissonneuse, voilà. Donc vous avez ici les différentes dates de maturité sur 2020. Donc sur le panel qui est un panel de variétés, mais je peux vous les transmettre. J'ai la totalité, je peux vous les transmettre. Là, vous voyez, maturité, la notation, c'est entre le 8 octobre sur 2020 et le 23 octobre. C'est ça? Oui. Merci. Allez, dernière question et après on change d'espèce. Oui, juste question sur est-ce que vous avez fait des tests, parce que vous nous avez montré que vous avez photographié avec les drones pour voir s'il y avait le développement végétal. Est-ce que du coup vous avez fait un test entre les espacements interrangs et voir si ça a un impact sur l'évapotranspiration générale du sol, tout ça? Vous voulez dire s'il y a une corrélation entre le taux de couverture mesuré et l'évapotranspiration, c'est ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des semoirs réglables qui permettent de semer un interrang de 25 à 80 cm entre rangs, d'accord? Donc je me pose la question, si au lieu de semer à 60, comme je fais mon colza à l'automne, je sèmerais mon tournesol en dérobé à 25 ou 30 sans forcément changer la densification hectare, est-ce que du coup ça m'apporte quelque chose sur l'évapotranspiration, ce qui veut dire qu'au final j'ai globalement moins de pertes d'eau, notamment au début du départ du tournesol? J'ai moins d'évapotranspiration puisque j'ai une meilleure couverture du sol. Et du coup, est-ce qu'après, ça se retrouve par rapport au rendement et à l'irrigation à apporter? Alors non, on est sur des conditions standards, hein, sur les 3 années d'expérimentation, avec un semis à 50 cm. Hein. Donc on n'a pas du tout évalué ça. Ouais. C'est un peu l'inconvénient des essais, des dispositifs analytiques, c'est-à-dire qu'on essaye de reproduire sensiblement la même chose d'une année sur l'autre pour avoir un peu de recul et de répétition annuelle, quoi. Donc je sais pas, je peux pas répondre. Désolé. Ok, allez, on va s'arrêter là pour cette partie tournesol, parce qu'on dérive. Donc merci beaucoup Gilles.